Donc, que l'Afrique, ce n'est que la vérité, l'Afrique est beaucoup plus rentable que de le tenir, que tenir l'argent dans un compte en Suisse. Bon, on est passé de là à d'autres personnes qui n'étaient pas des Africains pour les convaincre que l'Afrique, donc, présenter une image différente de l'Afrique, une image... Vous avez rencontré des chefs d'État, des fils de chefs d'État et tout? Oui, oui, absolument. Des proches? Pardon? Vous avez rencontré des proches de chefs d'État, des fils de chefs d'État? Oui, oui, africains, oui. Et il y en a quelques-uns? Même pas seulement africains à la fin, puisque à travers mes étudiants, j'ai eu la possibilité de rencontrer d'autres. Parce que l'école dans laquelle vous dispensez des cours, c'est une école, je dis, c'est parce qu'il y a la photo de... Il y a une photo avec, vous êtes devant la plaque de cette école-là, Eric. Oui. Si on peut la montrer là, vous êtes devant la plaque de l'université de la diplomatie, c'est ça? Oui, oui. De la diplomatie de Genève. Ok. Donc, c'est une école, elle est privée? Oui, elle est privée. Et comment est-ce qu'on y accède? On y accède... D'abord que vous soyez capable de payer les frais. C'est combien? Mais ensuite, c'est dans les 20 000 $ par semestre. 20 000 $ par semestre? Oui. Ça veut dire environ 10 millions de francs? Oui. Par semestre? Oui, par semestre. Donc ça revient à 20 millions de francs rien que la scolarité par an? Oui. Par an. Et elle dure combien de temps la formation? Non, c'est le LMD, donc le système licence, maîtrise, doctorat. Waouh. Et donc, tous ceux qui accèdent, ce sont ceux qui, évidemment, qui ont beaucoup d'argent. Et votre casting d'étudiants est constitué en majorité de... Pourquoi vous dites fils de chef d'État? Parce qu'il y en a beaucoup... Oui, on a des fils de rois, on a... nous, parce qu'ils envoient des enfants à Genève. C'est aussi pour que les enfants aient une certaine formation, pour ce qui regarde la politique, pour entrer dans la gestion politique de leur pays. Donc en fait, ça vous fait en même temps pour vous, ça vous fait une formidable base de lobby. Absolument, absolument. Parce que c'est souvent mes anciens étudiants qui m'appellent dans leur pays parce qu'un thème qu'on a traité en classe, je suis reçu, ensuite c'est... Je conseille papa parce que c'est le fils qui était mon étudiant. C'est comme ça que ça s'est passé. Même en Afrique. Vous n'avez pas cité les pays? Non, 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 non. Absolument pas. Il y a West Magico. West Magico qui... Vous connaissez West Magico? Non. West Magico, c'est un artiste, un chanteur camerounais très très célèbre, qui dit que suite à l'émission que je viens de prendre en cours de chemin, je tiens à témoigner, et tiens à vous témoigner son admiration. Il est en France, hein, West. La grandeur et le destin d'un homme ne dépendent pas qu'il soit forcément né dans une famille riche pour réussir. Il y a des destins qui sont définis d'avance par Dieu, et vous en faites partie. Vous êtes un homme très important pour le devenir de l'Afrique. Que le Seigneur vous accorde une longue vie et que Dieu vous bénisse. Donc je vous transmettrai ces coordonnées de West. Il faut continuer à envoyer des mails, hein, s'il vous plaît. Il y a Paul qui vit à Hambourg, qui voudrait demander si son livre est au programme, si votre livre est au programme en Italie, et traduit en d'autres langues, français, allemand par exemple. Et si oui, comment l'acquérir, hein? En français, on a dit non. En allemand, d'autres langues? Non. Non. Bon, pour le moment, puisqu'on était... on était occupé pour sortir le film. On a été contacté dans les négociations. Quand on a eu l'échec avec les Français, j'ai fait un peu un stand-by de la diffusion dans d'autres langues. Bon, pour le français, tôt ou tard, ça va venir, et en anglais aussi, parce qu'aux États-Unis, ils me l'ont déjà demandé. Bon, donc, moi, on espérait que le film sorte avant. Et le film est en cours de tournage? Non, le film est en cours de négociation. Parce qu'il faut qu'on tombe d'accord. Avec une grande maison de... Bon, je ne peux pas me prononcer. Il y a un Goumou depuis Paris qui dit que franchement, votre histoire le fait pleurer. Il dit que vous êtes le miroir de votre génération. C'est Ted qui demande si vous avez d'autres nationalités à part celle d'être camerounais. Oui, bien sûr, il y a d'autres nationalités. Pourquoi vous dites bien sûr? Parce que... Vous êtes suisse, par exemple, n'est-ce pas? Non, italien. Vous êtes italien? Oui. Ah. Parce qu'on m'a donné, comment on appelle, le chef de l'État, à partir du moment où mes livres étaient dans les écoles, c'est eu un peu comme une nationalité d'honneur. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu la nationalité italienne. Ah, d'accord, donc une sorte de nationalité d'honneur. C'est le président lui-même qui m'a fait un acte Napolitano. Oui. Vous n'avez pas demandé, en fait. J'avais demandé, mais il ne me l'avait pas donné. Bon, alors, donc vous êtes à l'université diplomatique, parce qu'il y a un monsieur qui brûle de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas. Vous avez plusieurs propositions, dont celle de l'université. Oui, bien sûr. Et vous arrivez là-bas, donc vous, en quelle année pour dispenser? J'arrive là, en 2008.
En 2008. Oui. Et donc, depuis là, vous dispensez votre formation. Absolument. Vous donnez quel cours exactement? Alors, je donne le cours sociologie, ça c'est le cours qui est constant, évolution de la pensée politique, géopolitique. On a des cours, par exemple, sur la gouvernance mondiale, où il y a tout le schéma des Nations Unies. Et on a un cours sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. L'Union européenne et l'Afrique. Oui. Bon, alors, au pas de course, Oui. ces derniers mois, vous êtes sorti de votre réserve, si je peux le dire comme ça, parce que vous avez écrit un certain nombre de publications. Par exemple, vous avez écrit un ouvrage en 2004 déjà. Bon, je vais revenir là-dessus rapidement. La Chine à la conquête de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage-là? La Chine à la conquête de l'Afrique, je l'avais écrit en 2004 et parce que je tenais à exprimer à mes amis européens, des amis que je connais à la Commission, que je connais au Parlement. Et en effet, ils m'ont invité en 2005 à parler de cet article. Parce que je leur disais, la Chine est en train de faire ceci, cela. Voilà les erreurs des Européens que la Chine est en train de corriger en Afrique. Sauf que les Européens ont toujours vu l'Afrique comme une chasse gardée. Ils ont toujours toisé la Chine. Et quand bien même j'ai discuté de ça avec eux, ils voyaient toujours que non, la Chine ne peut pas, pour des raisons, ils sont déjà tellement bien installés en Afrique que ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc vous aviez vu, déjà avant, les Chinois, la percée chinoise en Afrique. Mais, et dans cet article, je mettais en cause M. Chirac, qui avait dit qu'il fallait taxer je sais pas, les transactions quoi, là, dans le monde pour reverser aux Africains. J'ai dit, s'il avait été sincère, il aurait proposé d'abord dans son propre pays, deuxièmement à l'Union européenne. Bon, le dit comme ça génériquement, ça n'avait aucun sens. Voilà. Donc vous écrivez, c'est un article en fait, hein, que vous écrivez, une réflexion. Vous en avez écrit d'autres. Vous avez écrit lettre au président français Nicolas Sarkozy et au peuple français. Oui. Ça c'est plus récent, c'est 2010. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? C'est le discours de Dakar que vous trouvez... Ce qui me pousse à écrire, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, le président français a été voté en mettant devant sa haine pour les Africains. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les Africains ne réagissaient pas suffisamment. Donc c'était comme s'il y avait un espace vide. Ceux qui ont la nationalité se contentant de dire que ça ne les regarde pas. Ceux qui n'ont pas la nationalité se contentent de dire que de toute façon ils sont Camerounais ou Maliens, tôt ou tard ils vont rentrer chez eux. Non, il y avait ce vide. Et en France, il y avait tout un cliché qui était développé, dont je me suis dit, il faut quand même mettre fin. Et ça a été publié dans plusieurs journaux. Donc aujourd'hui, il y a des choses... Même les journaux français? Oui, oui, même les journaux français. Donc il y a des choses que s'ils disent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Et quelle est la trame de ce que vous dites? La trame de ce que je dis, c'est qu'en France, il y a un racisme d'État. Il y a un racisme d'État. Par exemple, je ne fais pas des déclarations. Je prends des déclarations faites par par exemple, des associations des magistrats. Il y a une étude réalisée par les magistrats français qui dit que lorsque un Africain en France a un problème avec la justice, il passe par la cour correctionnelle. Alors que lorsque c'est un Français dit de souche, il passe par la cour d'assises. Voilà. Et que même au niveau de la sélection, au niveau de la police, parce que normalement la loi dit que la police doit signaler au parquet tous les crimes et délits. Sauf qu'il n'y a que 10 à 15% des crimes et délits qui sont signalés. Et les crimes les plus signalés sont ceux commis par les Africains. Donc ça, c'est ce que disent les magistrats, pas moi. Donc dans cet article, je donne toutes ces références qui expliquent qu'il y a ce racisme d'État. Donc, alors il y a deux problèmes qui vous ont... Oui. Deux conflits en Afrique qui vous sont restés en travers de la gorge. Oui, il y a le conflit ivoirien. Oui. Il y a le conflit ivoirien. D'ailleurs, je vois, il y a M. Elgué Kabé, professeur en Côte d'Ivoire, je crois qu'il est à Abidjan, qui dit qu'il est en train de vous suivre avec beaucoup d'intérêt.
Docteur Pougala, vous êtes un digne fils de l'Afrique. Une question. Avec ce qui est arrivé à M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il arrive à Kadhafi, et vu l'émergence des dirigeants africains à la solde de l'Occident, croyez-vous encore au panafricanisme? Absolument. Je crois. Et aujourd'hui, les difficultés que les Occidentaux ont eues en Côte d'Ivoire, les difficultés qu'ils sont en train d'avoir en Libye, c'est parce que, regardez un peu ce qui s'est passé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye. Madame Hillary Clinton a fait le tour d'Afrique pour demander aux Africains de renvoyer les ambassadeurs libyens. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, quoi qu'on dise, les États-Unis d'Afrique, c'est en marche. Non, mais la crise ivoirienne m'est restée de travers pour un motif simple. Comment voulez-vous que des pays qui se disent démocratiques, c'est là où j'ai dit dans mon article libyen que la démocratie n'existe pas, aillent organiser des élections dans un pays coupé en deux? Ça ne se fait pas. Ou vous êtes capable de réussir l'unité du pays. Mais dans cet article, je mettais au défi M. Choi ou bien Ban Ki-moon. Ils viennent tous de la Corée. Le pays est divisé en deux. Est-ce qu'ils imaginent aujourd'hui de faire une élection entre les deux Corées sans l'unification? Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc faire une élection sans unification, ça veut dire qu'on avait déjà prévu le gagnant. Voilà, on avait déjà prévu le gagnant. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire une élection avec une des parties armées? C'est dit aux autres demain, avant de vous présenter aux élections présidentielles, munissez-vous d'une bonne armée. Mais quel est ce message? Parce que vous avez dit en filigrane, vous dites que on a dépensé 300 millions de dollars pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, et que cet argent-là, pour vous, c'est de la pure perte. On aurait pu construire des routes, des hôpitaux avec. Exact. Parce que je ne crois pas au suffrage universel. Comment ça? Expliquez-nous cette théorie-là. Alors, le suffrage universel, c'est de dire que on nous a bourré la tête en disant que l'Afrique devait se développer à partir du moment où on allait voter. J'ai dit ça, c'est de la pure propagande. Le vote ou le non-vote ne va pas changer la réalité en Afrique. La réalité en Afrique change à partir du moment où nous prenons conscience des enjeux du monde, même pas seulement en Afrique. À partir du moment où nous prenons conscience que nos parents ont été trompés et comment ils ont été trompés, à partir du moment où nous sommes capables de comprendre les pièges du système, c'est ce qui va nous aider à nous développer. Ce n'est pas aller voter. Voter ou pas voter, ça ne va rien changer. C'est ce que je soutiens. Je donne pour preuve. En Chine, on ne vote pas. Et tous ces pays qui disent que c'est le vote qui doit développer un compte, c'est eux qui vont demander de l'argent en Chine. Comment alors ils expliquent ça? Donc, une belle question que c'est à eux de répondre. Donc, le suffrage universel, chaque pays invente son modèle de démocratie. On ne peut pas prétendre qu'en Afrique, on va transposer autre chose. Je vous donne un exemple. M. Chirac, il était président de la France. Il a été accusé d'emploi fictif à la mairie il était à la mairie de Paris. On l'a voté pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il a créé de l'emploi fictif. C'est bien la démocratie. Son parti est accusé de bourrage des urnes. M. Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, a écopé 1 an d'éligibilité. Il est allé au Canada. Lorsqu'il revient après 1 an, il contraint le maire de Bordeaux à démissionner pour lui redonner son siège de maire. Alors que la population de Bordeaux a voté celui-là. Donc, est-ce que ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner que c'est le vote qui va changer notre destin? J'ai dit non. Ils l'ont juste utilisé comme une énième propagande et instrument de diversion. C'est un instrument de diversion de nos propres problèmes. Parce que quand je parcours l'Afrique, je suis allé dans 22 pays en Afrique. Ça dit qu'on gaspille le temps qu'on aurait pu parler des vrais problèmes. Une élection, on discute d'une élection pendant 1 an avant que les élections n'aient lieu. On discute 1 an après que les élections aient eu lieu. Et pendant ce temps, les problèmes du pays restent intacts. Donc, ça a été une manœuvre pour nous détourner de nos vrais problèmes. Vous ne pensez pas qu'il y a des pays aussi où la démocratie se passe comme en Occident et ça marche? On cite souvent le Ghana, par exemple. Oui. On dit au Ghana, il y a la démocratie, bonne gouvernance, et le pays avance. Et je vous mets au défi de me montrer un pays européen qui a le même système que son voisin. En Suisse, lorsqu'on vote à la fin, les perdants et les gagnants gouvernent ensemble.
Ça, c'est le modèle suisse. Vous n'avez pas d'opposition. Donc, dans l'administration fédérale suisse, c'est les perdants et les gagnants. Ça, c'est leur modèle. Or, ce qu'on veut nous transposer en Afrique, ou tout au moins l'Afrique francophone, c'est le modèle français. Ce qu'on veut transposer en Afrique anglophone, c'est le modèle anglais. Donc, on est dans une continuité de la colonisation. Vous pensez que quel est le modèle qui peut être adapté aux pays africains? Et il n'y a pas de modèle qui peut être adapté. Dans mon article sur la Libye, Jean-Jacques Rousseau donne 4 conditions pour qu'il y ait la démocratie. Et à la fin de ces 4 conditions, il dit, s'il existait un peuple de Dieu, ce peuple pourrait être gouverné démocratiquement. Comme il n'y a pas de peuple de Dieu, et la démocratie n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Donc, la démocratie, c'est un idéal, c'est un processus. Et chaque pays, avec les crises restent toujours des acquis pour le processus démocratique d'un pays. C'est pour ça que j'ai trouvé effarant qu'on fasse une guerre en Côte d'Ivoire pour venir installer quelqu'un au pouvoir sous prétexte qu'il a été élu. C'est ce que j'ai trouvé d'effarant. Alors qu'au même moment, vous avez au Myanmar ou en Biélorussie, la Biélorussie c'est l'Europe. Il y a un monsieur, Loukachenko, qui a dit qu'il a gagné les élections avec 90%. Le lendemain, il a mis en prison tous les partis d'opposition. L'Union européenne n'a pas réagi. Mais en Côte d'Ivoire, ça s'est passé les mêmes mois en Côte d'Ivoire. Loukachenko, c'était un mois après les élections ivoiriennes. Mais les Européens n'ont pas vu. Alors, pour le cas de la Libye, par exemple, vous avez écrit 2 lettres. Hein, une lettre à Barack Obama pour la guerre qu'il est en train de mener en Libye. Oui. Et vous avez écrit une autre lettre pour expliquer les vraies raisons du conflit en Libye. J'ai écrit 5 articles sur la Libye. 5 articles sur la Libye. Oui. La lettre de M. Obama, il m'a envoyé la réponse il y a 2 jours. Il vous a répondu? Oui, il m'a répondu. Personnellement? Oui, oui, personnellement. Et qu'est-ce que vous lui avez écrit? Je lui ai écrit une lettre de 10 pages. Dans laquelle vous dites quoi? Dans laquelle je retrace toute l'histoire commune entre les États-Unis et l'Afrique, entre l'Occident et l'Afrique. Dans cette histoire commune, nous avons toujours été les dominés et eux les dominants. Dans cette histoire commune arrive un homme qui s'appelle Lincoln, dont il se revendique. Sauf que Lincoln, qui est blanc, arrive à se mettre à la place des Noirs et abolir l'esclavage aux États-Unis. Donc il a un idéal de justice, de dignité humaine. En effet, il déclarera « Je ne me suis jamais senti si bien que lorsque j'ai pris cette décision, l'abolition de l'esclavage. » Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque Lincoln abolit l'esclavage aux États-Unis, ça entrera en vigueur après sa mort, parce qu'il mourra de ça. Les esclavagistes du Sud sont plus riches que les industriels du Nord. Sauf que, après, ils ont inventé le taylorisme, le travail à la chaîne, qui a permis un gain exponentiel des industriels du Nord. Donc, pour la première fois dans l'histoire, l'industriel devient plus riche que l'esclavage, que l'agriculteur. Ce qui donne des idées aux Européens, qui organisent la conférence de Berlin. Comment profiter soit des avantages de l'agriculteur que de ceux des industriels. Et c'est dans ce processus que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont contraints de donner l'indépendance. Ce n'est pas qu'ils se sont levés un matin et ont dit « je vous donne l'indépendance ». Non, ils ont été contraints parce que les 2 gagnants de la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique d'alors, ils étaient contre la colonisation. L'Union soviétique pour des raisons idéologiques, contre l'impérialisme, les États-Unis parce qu'ils étaient aussi un pays colonisé. Donc les deux... étaient contre et ont poussé les États européens à décoloniser. Sauf qu'ils ne le font pas vraiment. Donc vous le rappelez à Barack Obama? Oui, je lui rappelle tout ça. Et que, comme ceux-là sont contraints de donner l'indépendance, ils donnent une indépendance virtuelle. Et que nous sommes dans ce processus aujourd'hui. Malgré cela, on a cherché comment contourner la domination qu'il y a en créant des institutions pour les États-Unis d'Afrique. Voilà. Et que lorsqu'il est arrivé, on s'est dit que c'était un fils d'Afrique. Que lui, au moins, il pourra nous comprendre. Lui, au moins, il sera de nos côtés. Et lui, il a choisi son côté, c'est d'être du côté des dominants. Et c'est ce que je regrette dans cette lettre. Et dans sa réponse, il m'a expliqué
Pourquoi il est entré en guerre? Bon, il explique comment, c'est parce qu'il y avait une résolution 1973, parce qu'il y avait un certain alarmisme des civils qu'il fallait protéger. Bon, quelque part, c'est qu'on l'a poussé à faire la guerre. Bon, donc, je ne veux pas trop en parler, parce que comme je compte répondre officiellement à cette lettre... Parce que quand vous écrivez, vous publiez dans les journaux. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Parmi lesquels les journaux aux États-Unis? Oui, absolument. Ça a eu plus d'ampleur aux États-Unis. Et lorsque j'écris cet article, j'ai à cœur un élément. Lorsque le premier article sur la Libye est sorti, les vraies raisons de la guerre en Libye, je cible le Black Caucus. Le Black Caucus, c'est les parlementaires et sénateurs nord-américains qui sont réunis autour d'une association. Donc, j'envoie l'article à tous les 43 membres du Black Caucus, qui reviennent vers moi, surpris que la Libye, c'est un pays africain. Parce que, de tous les textes que M. Obama a donnés, c'est que la Libye était un pays du Moyen-Orient. Donc, ils sont surpris d'apprendre à travers mes textes qu'il s'agit d'un pays africain et que celui qu'on va bombarder en Libye, c'était quelqu'un qui travaillait au fond pour la libération de l'Afrique. Donc, ils découvrent cela. Et dans les échanges que j'ai faits avec les députés américains, je me rends compte d'une ignorance de leur part. C'est-à-dire qu'on leur a servi une fausse histoire que nous les avions vendue, que les Africains les avaient vendus. C'est là où, dans la lettre Obama, je cherche maintenant à répondre que si nous avions été dominés pendant 500 ans, quelle souveraineté, quelle autonomie on avait il y a 500 ans pour décider de vendre ou ne pas vendre quelqu'un. Donc ça, c'est le message que je cherche à donner, surtout au peuple nord-américain. Donc quand vous écrivez votre lettre, M. Obama vous répond à vous personnellement? Il a répondu il y a 2 jours. Parce que la lettre était envoyée depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Oui. Vous avez prédit, d'ailleurs je vais lire un mail là-dessus, c'est monsieur, oh là là, est-ce que je vais le retrouver ce mail? Il devait être du Nord Cameroun. Il dit que, est-ce que vous n'êtes pas déçu parce que vous aviez prédit, voilà, ok. Il est à Marois, Augustin. En parcourant votre site, vous semblez certain de la défaite de l'Occident en Libye, allant même jusqu'à projeter son déclin suite à ce fiasco. Au vu de la situation sur le terrain en Libye, regrettiez-vous d'être allé un peu trop vite en besogne? Le 6e article qui va sortir bientôt explique comment l'Occident a perdu en Libye, les conséquences de la guerre en Libye. Parce qu'en géopolitique, ce n'est pas l'information que vous avez qui compte, c'est l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 5e article, j'ai dit que l'Occident a perdu le jour où ils ont largué la première bombe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous, les adversaires de l'Occident. Les adversaires aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil, les BRICS, c'est l'Inde. Les pays émergents. Voilà, ces pays émergents ont déjà pris le flambeau de la leadership mondiale. Comment ils voient ce mensonge? Parce qu'ils peuvent bien nous mentir, mais le problème c'est que la Chine sait qu'ils mentent. Comment ils perçoivent cela? Dans le prochain article, je donne l'exemple, la Russie, qui a fait un article, qui a fait un accord START avec M. Obama, qui a décidé, à cause de la guerre en Libye, de se réarmer pour 617 milliards de dollars dès ce 2011. Parce qu'ils disent, M. Poutine dit, les bombes de l'OTAN deviennent une constance de la politique extérieure de l'Occident. Il faudra qu'on se prépare. Il y a quelques jours, la Chine a inauguré son premier porte-avions. Les États-Unis lui ont demandé à quoi ça vous fait un porte-avions. Il y a un avion furtif aussi. Il y a un avion furtif que j'avais déjà dans la crise ivoirienne. Dans la crise ivoirienne, j'avais dit le sous-titre. Est-ce que la Chine va accepter de financer l'Occident pour la combattre en Afrique? Et depuis le forfait ivoirien, regardez bien la concomitante des temps. Depuis le mois de mars, la Chine a exigé des États-Unis que les États-Unis lui remboursent 9,2 milliards chaque mois de l'argent que les États-Unis doivent à la Chine. Ça, c'est la Fédéralité qui a donné cette information. Donc la Chine prétend qu'on lui rend son argent. Et avant les bons de trésor italiens, quand on sortait, la Chine prenait la moitié.
Depuis, ils n'ont pas pris. C'est l'Union européenne qui a été obligée de racheter les bons de trésor italiens. D'où le début de crise qu'on commence à percevoir. Mais bien sûr. Et tout ça est lié aux événements, à la diplomatie que mènent les Occidentaux en Afrique, selon vous. Je vous conseille de lire ceux qui nous regardent, pougala.org. Il y a l'article sur la Côte d'Ivoire. Le sous-titre était est-ce que la Chine, parce qu'il était évident, les Occidentaux, ils n'ont pas d'argent pour faire la guerre à qui que ce soit. Pour qu'il aille faire la guerre, il faut aller emprunter l'argent à la Chine. Or, la Chine ne va certainement pas accepter. Donc, le fait que la Chine ait demandé de recevoir, d'encaisser chaque mois 9,2 milliards à un pays où, vous vous rappelez dernièrement quand le Congrès refusait à M. Obama d'augmenter le record de la dette, bon, ce n'est qu'une solution provisoire. Comment vont-ils faire pour rembourser 14 000 milliards de dollars de dette publique? Ça, c'est dette publique. La dette des ménages, c'est autant, 14 000 milliards de dettes. Sans compter les dettes des entreprises américaines. Donc, avec ça, c'est pour ça que je conteste lorsqu'on dit qu'eux, ils nous aident. Ils n'ont rien pour nous aider. Il faut que ce soit vraiment clair là-dessus. Parce qu'ils vont demander de l'aide à la Chine. Et quand nous allons faire du lobby politique en Chine pour convaincre les Chinois pour venir investir en Afrique, ils font le tout pour venir nous convaincre de détester les Chinois, de haïr les Chinois. Et dans cette lettre ouverte à M. Obama, je donne plusieurs éléments pour dire qu'ils n'ont pas, parce qu'il avait envoyé sa secrétaire d'État, qui était allé dire dans plusieurs déplacements en Afrique, notamment en Zambie, que les Chinois nous colonisaient. La question que je pose à M. Obama, c'est que la Chine a aidé les Américains pour 1440 milliards de dollars. Ça, c'est une information fournie par le département des finances américain. 1440 milliards de dollars. Que la Chine... Est-ce que la Chine colonise les États-Unis? C'est la question. Et nous, on a au total 94 milliards de dollars. L'Afrique a 94 milliards. Ma question à M. Obama, c'est qui est au fond colonisé entre nous et les États-Unis par la Chine? Celui qui a 94 ou celui qui a 1440 milliards? Ça, c'est la question que je lui posais. Donc, la manière avec laquelle vous voyez les choses, c'est la suivante. En fait, les États-Unis, les Occidentaux, sont en train de mener des croisades pour acquérir de nouveaux territoires ou bien pour, comme d'habitude, soi-disant, mettre la main sur les richesses. Notamment, on a vu, vous avez parlé de Côte d'Ivoire, vous parlez de Libye actuellement et autres. Sauf qu'ils sont en train d'aller à l'encontre des intérêts des pays émergents, notamment de la Chine, qui est très bien implantée sur le continent. Donc, à terme, étant entendu qu'ils n'ont plus d'argent pour poursuivre la guerre, qu'ils sont en train d'aller emprunter aux Chinois, on va bientôt arriver à une sorte de clash. On a vu aujourd'hui que le département d'État, le Sénat américain a fait un rapport, ça a été rendu public aujourd'hui, sur l'armement, le réarmement de la Chine. Oui. Notamment le premier porte-avions qui est sorti, on a parlé de l'avion furtif, et les Chinois d'ailleurs ont estimé que les États-Unis n'avaient pas à se mêler des affaires chinoises. Des affaires chinoises. Donc, selon vous, on est en train d'évoluer vers une forme de tension entre ces pays émergents-là et les pays occidentaux, à terme. J'espère qu'on ne va pas en arriver. Le problème, c'est qu'il faudra que quelqu'un réveille les Occidentaux. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Comment ça? La guerre que la Chine a déjà commencé la guerre avec eux, mais ils ne voient pas ça. La guerre économique?